La partie, je dirais, un peu visible de l'iceberg, c'est le côté communicant parce que, effectivement, on va à des conférences, on présente des sujets, on peut créer aussi des ateliers, etc. Mais derrière, le socle de ces présentations, de ces démos, de ces ateliers, etc., il faut de solides bases techniques. On va être des développeurs augmentés grâce à ces agents de codage. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut s'y préparer parce qu'ils vont être partout. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre série thématique dédiée à nos speakers de notre prochain Tech Rock Summit qui se tiendra les 1er et 2 décembre 2025 au Théâtre de Paris. Je suis Philippe Ansarguet, VP Software Engineering chez Orange et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guillaume Laforge, développeur advocate chez Google Cloud. Guillaume, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter, comprendre ton parcours. Je suis sûr que ça sera très instructif pour nos auditeurs et nos auditrices. Tout d'abord, peux-tu peut-être te présenter en quelques mots? Eh bien, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis content de pouvoir vous rejoindre sur TechRox. Ça va être ma toute première fois. Et donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume, je suis développeur advocate chez Google Cloud depuis maintenant 9 ans déjà. J'ai un parcours à la base de développeur Java d'ailleurs. J'ai toujours utilisé Java pendant toute ma carrière. Je suis passé par différents types de rôles, enfin de développeur, hein, architecte, consultant, chef de projet, product manager, développeur advocate. J'ai fait un petit peu, enfin en tout cas pas mal de rôles un petit peu différents. J'ai beaucoup travaillé aussi dans les communautés open source de manière générale et j'ai passé beaucoup de temps sur un projet qui s'appelle Apache Groovy. C'est un langage de programmation qui est un langage qui est compatible, qui tourne sur les machines virtuelles Java. Et c'est, je dirais, au travers de cette expérience-là où j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup appris, et ce qui m'a permis après plus tard de rejoindre Google. Et chez Google, je me suis toujours intéressé à tout ce qui était développement d'applications, déploiement, architecture, tout ce qui est orienté événement. Et puis aussi depuis un peu plus de 2 ans et demi, tout ce qui est generative AI, donc IA générative en français. Et ça m'a permis aussi de refaire même de l'open source d'ailleurs, parce que je contribue à un projet qui s'appelle LangChain 4J. Donc c'est pareil que LangChain pour Python, mais pour Java. Donc les développeurs Java sont contents. Et aussi un autre framework, cette fois-ci de Google, qui s'appelle ADK, Agent Development Kit, qui permet de créer des agents en Java, voilà, les déployer, etc. Merci Guillaume pour cette introduction et d'ailleurs j'en profite pour, partager, l'excellent blog que tu tiens avec des publications de très, très grande qualité et je les adore parce qu'elles sont très hands-on et moi elles me permettent de pouvoir activer pas mal de démos. Je suis sûr que tu pourrais, nous indiquer le nom du blog pour ceux qui seraient curieux? Tout à fait, c'est glaforge, tout attaché, point dev. Donc c'est assez facile à retenir. C'est la première lettre de mon prénom, Laforge, point dev. Et effectivement, donc j'essaie de partager régulièrement, idéalement plusieurs fois par mois, différents articles. Et c'est vrai que c'est là que j'essaie de partager en tout cas ce que j'ai appris avec les développeurs, avec mes lecteurs. J'aime beaucoup ça, pouvoir partager. Ouais. Une question que j'aimerais te poser par curiosité, en fait, en tant que developer advocate, comment est-ce que tu décrirais ton rôle au quotidien? Est-ce que finalement c'est plus de la technique, de la communication, un mélange des 2? Parce que finalement derrière cette notion de developer advocate, il peut y avoir plusieurs interprétations. Tout à fait. Alors, il y a clairement 2 pans super importants, donc la technique bien sûr et effectivement comme tu dis la communication. La partie, je dirais, un peu visible de l'iceberg, c'est le côté communicant parce que, effectivement, on va à des conférences, on présente des sujets, on peut créer aussi des ateliers, etc. Mais derrière, le socle de ces présentations, de ces démos, de ces ateliers, etc., il faut de solides bases techniques et donc développer, explorer les sujets, les outils, les frameworks, les plateformes qu'on utilise. Donc, il faut être très, très bon côté technique. Chez Google, c'est vraiment un rôle d'ingénieur. Hein. C'est pas, je sais que dans certaines sociétés, parfois, les développeurs advocates, on les retrouve des fois attachés à la fonction marketing. Chez Google, c'est pas vraiment partie de l'engineering.
L'autre partie qu'on voit peut-être pas, quand je disais la partie visible de l'iceberg, là dans la partie invisible, celle qui est sous la ligne de flottaison, c'est aussi le fait on est en première ligne en tout cas pour tester, développer les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités. Donc on est un peu le bêta-testeur, le client zéro qui allons tester des nouvelles choses qu'on va développer. Donc par exemple, moi j'ai travaillé tout à l'heure, je te parlais du framework ADK pour créer des agents IA Python en Java. Et ben moi je me suis focalisé avant le lancement lors de Google I.O. Le lancement de la version Java. On avait annoncé la version Python un petit peu plus tôt à Google Cloud Next, les deux grands messes de Google. Et en fait, j'avais participé au développement, à la préparation de ce framework avant qu'il soit sorti. De même, donc là, c'est de l'open source, mais quand on a des nouvelles fonctionnalités de produits, par exemple, j'ai bossé pas mal il y a 2-3 ans sur Workflows, Google Cloud Workflows, ou sur Cloud Run, sur les Cloud Functions aussi, tout ça sur Google Cloud. Bah, j'étais voilà dans ceux qui testaient, donner du feedback, essayer de. Il y a une partie aussi intéressante dans notre rôle de développeur advocate. En fait, on est advocate pour les utilisateurs qu'on représente, pour les développeurs, c'est-à-dire que bah, peut-être que je vais discuter un événement, un rendez-vous client ou autre avec des développeurs qui vont me dire ah oui mais comment je peux faire ça? J'aimerais bien qu'il y ait telle fonctionnalité dans ce produit. Donc l'idée c'est aussi d'essayer d'influer sur la roadmap des produits, des services et des projets open source auxquels on contribue. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir developer advocate chez Google Cloud? Alors, ce qui est amusant, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais le genre de choses que font les développeurs advocates sans que, à l'époque en tout cas, sans que ce soit mon rôle en soi, quoi. Par exemple, à l'époque où je travaillais beaucoup, là je suis beaucoup moins impliqué dessus, mais à l'époque où je travaillais sur le projet Groovy, le projet open source, moi ce que je voulais c'était aussi promouvoir ce projet et le présenter aux développeurs. Donc j'allais à des conférences, j'écrivais des articles, etc., qui est la partie très communicante du rôle de développeur advocate. Donc j'ai toujours eu cet aspect communicant d'essayer de promouvoir les choses auxquelles je crois, sur lesquelles je travaille. Il y a aussi l'aspect, bien sûr, l'aspect technique, c'est-à-dire de développer, de travailler sur tous ces projets, ces produits, etc. Et puis, bah, un jour, en fait, s'est présentée l'opportunité. Je connaissais quelqu'un depuis longtemps dans l'écosystème Java qui avait rejoint Google et qui m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, toi, pour les différentes technologies que tu représentes, c'est un boulot de développeur advocate. Et chez Google, bah, à ce moment-là, il y avait un poste de développeur advocate et il m'a dit, mais tu veux pas en faire ton métier parce qu'en fait, bon, bah, tu te débrouilles bien, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Google pour faire développeur advocate. Écoute Guillaume, quand on t'écoute, on sent, déjà beaucoup de passion, on sent énormément de curiosité, un besoin, d'exploration, mais en même temps de rationalisation et de pragmatisme. Et en fait, ça me conduit à la question, suivante, qui me tient vraiment à cœur, c'est que, est-ce qu'il y a des moments ou des rencontres ou des découvertes particulières qui finalement dans ton histoire professionnelle ont été des moments vraiment clés, des moments de tournant? À quoi ou à qui est-ce que tu penserais? Déjà, je pense au tout premier job que j'ai fait au tout début de ma carrière. Bah, j'avais un de mes collègues qui était un petit peu en fait mon mentor dans la sphère, dans le développement en Java pour créer des applications Java d'entreprise de qualité, bien testées, bien documentées aussi. Et donc cette personne-là, Christopher, s'il nous écoute, il m'a vraiment donné ce goût de la qualité, de l'effort et de faire en sorte de rajouter des choses, enfin d'implémenter des choses qui vont être utiles et bien pensées, etc. Côté user experience et autres. Donc il y a déjà eu cette voilà essayer je suis un bon développeur, mais pour arriver à faire vraiment du code de qualité qu'on peut déployer en prod, et ben en fait ça s'apprend et d'avoir un bon mentor ça aide beaucoup parce qu'il avait déjà pas mal d'expérience. Et ensuite il y a une deuxième personne. En fait c'est quand je me suis mis à m'impliquer dans l'open source.
il y avait le cofondateur qui a été un de mes. Enfin, j'ai cofondé le projet Groovy avec lui, mais c'est lui qui avait eu l'idée originale, James Strachan, il s'appelait, qui avait déjà travaillé sur pas mal de projets open source avant celui-là. Et en fait, il m'a vraiment appris cette contribution, ce partage au sein d'une communauté, comment arriver à attirer des utilisateurs, comment en fait, mes premières contributions, c'est amusant, mais il y a le côté peer pressure, c'est-à-dire, oulala, mon code, il va être dans un projet open source, il va être visible par tout le monde. Il n'y a pas intérêt, parce que quand on fait du code en interne pour une entreprise, bon, il est visible en interne, mais je veux dire, il n'y a pas toute la planète qui peut voir ce qu'on fait. Tandis que là, dans l'open source, tout le monde peut voir ce qu'on fait. Et je me suis dit, oulala, il faut vraiment que la qualité soit encore meilleure que ce que je fais d'habitude. Et donc voilà, le côté, l'amour du code bien fait, bien écrit, bien testé, j'ai continué à le développer grâce à mes contributions open source, grâce à cette personne-là en particulier. Puis voilà, et une chose aussi qui m'a aussi amené à écrire des articles de blog, de faire des présentations, etc. C'est aussi ça, c'est le fait que créer par exemple une nouvelle fonctionnalité dans un projet open source ou dans un produit, si cette fonctionnalité n'est pas expliquée, documentée, présentée, en fait, elle n'existe pas. Personne ne peut la découvrir. Personne ne sait comment l'utiliser ou ne sait pas forcément même qu'elle existe du tout. Donc, le côté partage vient aussi de là, c'est-à-dire que ça peut être au travers de la documentation, d'articles, de présentations, etc. Mais voilà, j'ai toujours eu à cœur, en tout cas, de mettre en avant et de présenter ce sur quoi je travaillais, quoi. Super. Alors ensuite, ça serait intéressant peut-être de comprendre, les projets qui ont été peut-être pour toi les plus significatifs et les plus passionnants. Alors après, tu nous as donné quand même quelques clés de lecture puisqu'on sent bien, que la partie, open source et Groovy, notamment a je pense été très structurante, mais peut-être qu'il y en a d'autres en fait? Bah, en tout cas, c'est vrai que c'est celui où j'ai passé quand même le plus de temps. Après, il y a effectivement d'autres choses, communautaires, on va dire, auxquelles, le podcast Les Cascodeurs que je fais depuis, pas loin de 15 ans avec, d'autres amis, d'autres développeurs, dans la sphère, Java souvent, principalement en tout cas. Je sais que ça m'a aussi, beaucoup appris et toujours le côté partage a toujours été important, en tout cas de ce côté-là. Donc, je suis un Java champion, je fais partie de ceux qui ont été élus ou à qui on a décerné ce titre de Java champion, qui est une reconnaissance dans la sphère, dans l'écosystème Java, parce que voilà, on reconnaît le travail que j'ai pu faire de promotion, etc., d'expertise dans ce domaine-là. Et ça m'a permis aussi de faire encore plein d'autres rencontres, sans parler tous les événements, les meet-ups, les conférences auxquelles j'ai pu assister. Toutes ces rencontres, c'est tellement enrichissant que enfin, moi j'encourage les gens aussi à présenter à des conférences et pas être simplement un simple spectateur, mais d'avoir l'occasion de parler en fait de ce qu'on fait, de ce qu'on a appris, etc. Je pense que c'est des choses super importantes, quoi. Très bien. Alors pour moi, une des qualités, essentielles, d'un developer advocate, en fait, c'est sa capacité, devant une audience, à potentiellement être capable de toucher un peu tout le monde et on sait que c'est un exercice qui est pas si simple parce qu'on a des ninjas 5 étoiles et puis on a aussi des padawans qui commencent et je trouve que quelque chose qui fait ressortir la qualité première d'un developer advocate, finalement, c'est sa capacité unique à embarquer ou de toucher tout le monde dans la salle. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que avec toute l'expérience que tu as pu gagner dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a une ou des stratégies que tu utilises finalement pour, rendre des fois des concepts qui peuvent être vraiment complexes, finalement, accessibles à tous dans cette quête d'inclusivité et d'embrasser un maximum de personnes? Que j'ai remarqué, en fait, c'est que si c'était compliqué et difficile d'expliquer quelque chose, c'est que ce quelque chose est intrinsèquement, compliqué, bien sûr, mais que c'est problématique, en tout cas. C'est-à-dire que peut-être donc j'ai aussi, coécrit, un livre où j'expliquais certaines fonctionnalités bon, c'était à l'époque du langage Groovy, où je m'apercevais que quelque chose était compliqué à expliquer parce que enfin, de manière inhérente, c'était compliqué et peut-être qu'il y avait un travail à faire pour rendre cette fonctionnalité-là plus simple.
Et en fait, c'est dans l'exercice même d'essayer d'expliquer, que ce soit un article, que ce soit une présentation. Si je me rends compte que, oh là là, comment je vais faire, par où je vais commencer, il y a trop de choses à expliquer, et je m'aperçois que ça va pas. Donc, il faut que j'arrive à trouver. Je sais pas si j'ai vraiment des astuces en soi, mais c'est le fait de faire ce travail de vouloir expliquer fait que pour que ce soit simple et que j'arrive moi à l'exprimer, il faut que je tourne les choses d'une manière plus simple et qui semble être en tout cas mieux perçue par les auditeurs, l'audience, etc. Donc c'est arriver à simplifier au maximum ce que je dois expliquer et introduire quand même tous les concepts au fur et à mesure parce que sinon, je veux dire, les gens vont être perdus. Donc c'est ouais, je sais pas si j'ai pas vraiment de recette de cuisine en soi, mais je m'aperçois quand c'est compliqué et j'essaie de trouver comment décomposer les choses, comment toujours résumer au mieux les choses. Après, il y a l'aspect s'adapter effectivement à son audience. Donc, si je vais à une conférence Java, bah oui, les gens sont des développeurs Java, donc il y a plein de choses que j'ai pas besoin d'expliquer par rapport au langage. Mais par contre, si j'ai fait pas mal de présentations pour vulgariser aussi ce qu'était l'intelligence artificielle générative, ben, j'ai aussi des approches où bon, j'essaie de faire des analogies. J'essaie j'aime beaucoup aussi faire des diagrammes et des illustrations parce que souvent, c'est plus, enfin, même si je donne des explications avec des mots, si on peut rattacher à un diagramme avec des choses qui s'animent, etc., ça aide aussi à la compréhension. Donc ça peut être l'aspect visuel aussi, je pense, qui font partie des petites choses que j'essaie de faire pour simplifier et rendre les choses plus claires. Voilà. Peut-être une dernière question, pour pouvoir clôturer cette première partie qui était vraiment là pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de mieux te connaître, ton parcours. On a bien compris que, la technologie et l'exploration dans la technologie est vraiment au cœur de ton quotidien, puis même on sent bien la passion que tu as quand tu en parles. Du coup, moi je serais curieux peut-être que tu nous parles des tendances ou des technologies émergentes que tu vois, vraiment transformer le quotidien, de la sphère tech et surtout des développeurs puisque, bah, c'est quand même le cœur de ton audience. Je sais pas moi, sans être, bah, voilà, je sais pas à 3-5 ans pour toi, quelles sont vraiment les technologies émergentes que tu vois transformer le quotidien des développeurs? Déjà, simplement en regardant 2-3 ans en arrière, ce qui est arrivé avec tout ce qui est Generative AI, les chats GPT, Gemini, etc. Et puis, on a vu arriver des choses comme le RAG, Retrieval Augmented Generation. Et là, cette année, c'est les agents IA. Et on voit aussi les agents aussi, donc pas forcément que les agents qu'on déploie et qui vont faire des interfaces de chatbot, des agents qui vont tourner en tâche de fond, mais aussi les agents qui aident pour le codage, pour la programmation. On voit qu'ils commencent à arriver à maturité et je pense que donc ça va continuer évidemment et je vois bien dans cette tendance-là une amélioration de tous ces outils qui vont être de mieux en mieux intégrés dans les workflows, dans les étapes de développement de projets pour les développeurs. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de mettre les mains dans le cambouis, d'essayer des Gemini CLI, des Claude Code, des codex, etc., d'essayer d'appréhender, d'expérimenter avec ces outils-là, parce que dans les prochaines années, ça va être, enfin, on va être des développeurs augmentés grâce à ces agents de codage. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut s'y préparer parce qu'ils vont être partout. Et du coup, ça va être très important pour chacun d'entre nous de savoir les maîtriser au mieux, quoi. Ça me paraît clair en tout cas. Justement, si on essaye de creuser un tout petit peu le point que tu mets en avant et auquel je souscris complètement, hein, la partie agentic AI après la vague, de generative AI. Aujourd'hui, on a 2 grands protocoles, ou en tout cas tendance, une intégration horizontale, une intégration, verticale. Notamment pour l'intégration horizontale, Google est super actif avec, agent to agent, si ma mémoire est bonne. On a MCP sur une intégration peut-être plus verticale. Est-ce que tu as des conseils à donner, si on avait des personnes autour du pont là qui voudraient commencer à expérimenter ou à essayer de toucher le potentiel, derrière cette partie agentic AI? Quels seraient pour toi les 1ers conseils que tu pourrais leur apporter? Déjà, en tout cas, moi, ce que j'appelle l'équation des agents IA,
Donc il y a différents éléments, hein, il faut un LLM, il faut de la mémoire pour pouvoir gérer les interactions avec les agents. Mais il y a aussi donc l'aspect, alors on appelle ça function calling, tool use, etc. C'est le fait que le LLM en lui-même est limité par son apprentissage, ce qu'il a appris, et on veut qu'il puisse interagir avec le monde extérieur en lui adjoignant des outils. Le protocole qui a permis de standardiser plus facilement les outils, c'est MCP, Model Context Protocol, que tu as cité, et qui permet en fait je sais pas, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple de serveur MCP. Imaginons, on veut intégrer dans un agent IA des fonctionnalités pour faire des recherches géographiques, etc. On peut utiliser un serveur MCP qui s'intègre avec Google Maps. Mais plutôt que chaque projet qui a besoin de faire des intégrations avec Google Maps crée fasse sa propre sauce pour interagir avec les API de Google Maps, non, on a un serveur, quelqu'un a développé. Alors ça peut être Google eux-mêmes, ça peut être un développeur, ça peut être un projet open source, mais il y a des serveurs MCP qui existent qu'on peut utiliser et intégrer et configurer avec les agents IA pour n'avoir à faire ce travail d'intégration finalement qu'une seule fois. Donc MCP, j'aime bien ce côté standard pour essayer de faire interagir les LLM des agents qu'on utilise avec le monde extérieur pour faire tout un tas de choses, de faire des recherches, de faire même pourquoi pas envoyer des emails, etc. On peut faire des serveurs MCP pour faire tout et n'importe quoi. Et le petit truc que je trouve sympa à faire, là, tout à l'heure, juste avant l'enregistrement du podcast, j'étais en train de développer un petit serveur MCP parce que je voulais tester un framework que j'aime beaucoup utiliser, c'est Micronaut pour développer des applications serveurs en ligne de commande et autres. Et ils ont rajouté récemment le support de MCP. Je me suis dit, tiens, je vais me faire mon petit serveur MCP qu'après je peux configurer avec Gemini CLI, avec mon agent de codage que j'aime bien, ou un cloud desktop et autres. Du coup, j'encourage les gens à développer un petit serveur MCP, par exemple, pour voir comment ça fonctionne. Ça, vraiment, je pense que c'est super important. Et tu parlais aussi de A2A, Agent to Agent, qui est l'autre protocole, effectivement, qui a pas mal le vent en poupe. Je dirais qu'il est peut-être... Alors, les deux sont pas forcément... ça reste des protocoles encore en pleine évolution, hein. Donc, il va y avoir encore des nouvelles fonctionnalités, des choses qui vont peut-être casser, qui vont évoluer, etc. Par exemple, dans MCP, il y a deux types de serveurs, les serveurs qui tournent en local, mais il y a aussi les serveurs distants. Et les serveurs distants, les serveurs HTTP, utilisaient Server Sent Events. Mais là, on a dit maintenant, ah non, maintenant, il faut faire du streamable HTTP, c'est mieux. Donc, on voit que c'est des protocoles en pleine évolution. Et là, dans Agent to Agent protocole, là, il y a quand est-ce que c'était? Il y a quelques semaines, il y a IBM qui a dit, ah, moi aussi, je veux rejoindre ce protocole-là. Et eux avaient développé Agent Communication Protocol. Et donc, il va y avoir aussi de la consolidation parmi ces protocoles-là. Et là, on est vraiment dans une phase super intéressante parce que les choses bougent beaucoup, évoluent beaucoup. Et il y a peut-être quand même un petit côté important, enfin un petit peu de veille technologique à faire par tout un chacun pour essayer de voir où est-ce que ça va, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, pour être prêt à les intégrer, à faire interagir des agents ensemble, etc. Ce qui est intéressant dans ce que tu, as décrit Guillaume et puis, en tout cas là où moi, ça me fait vibrer aussi et j'ai même c'est comme si c'était une pure bouffée, comment dire? D'air frais, alors toute proportion gardée, enfin moi j'ai eu la chance de connaître, certainement presque comme toi peut-être, les débuts du web et de l'internet, il y a plus de 30 ans, assumons notre âge et en fait je retrouve des questions, des cheminements qu'on a pu avoir à cette époque-là sur, comment structurer et moi concrètement, je vois vraiment une évolution avec un décalage d'une expérience utilisateur où on était vraiment dans quelque chose qui était graphique, visuel, où on va vers quelque chose qui est beaucoup plus conversationnel et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette transition, ça fait poser plein de questions. On se rend compte que tous les paradigmes qu'on utilise en termes de UI, d'UX, concrètement, sont vraiment challengés. On se rend compte que les développeurs front-end, peut-être sont en train d'évoluer vers des architectes d'interface IA pour permettre
comment dire, un monde agentique IA, d'avoir des capacités de navigation et surtout de qualité d'échange et de données beaucoup plus avancées. Enfin, moi, je serais curieux d'avoir ton avis sur cette transformation-là d'un design visuel à finalement une approche plus conversationnelle. Comment tu vois arriver cette partie-là avec la volonté d'extraction sémantique pour venir nourrir nos modèles? Et je vais tout de suite prendre un petit contrepoint, c'est que donc on voit effectivement ces interfaces, conversationnelles, poindre vraiment partout et peut-être qu'on est dans cette phase d'abus de cette interface conversationnelle. Dans le sens où, dans beaucoup d'entreprises, le leadership va dire: «Ah mais il faut absolument, qu'on rajoute un chatbot à notre application, à notre interface, parce que c'est la nouvelle manière de converser, avec nous, pour nos clients, nos utilisateurs et cetera». Mais malgré tout, bien souvent, il faut voir que tout ce qui est, agentique, tout ce qui est generative AI, on peut en tirer parti et améliorer, l'expérience utilisateur de nos applications, de nos services, de nos applis web et cetera, de manière différente, en tout cas sans forcément créer une interface de type chatbot. Il ne faudrait pas rajouter un chatbot juste parce qu'il faut, qu'on soit, conversationnel. Mais il y a parfois, des applications, je vais juste prendre peut-être quelques exemples, mais par exemple dans les, je sais pas, dans Gmail, on va voir des fonctionnalités de résumé d'email ou dans le Google Chat de discussion. On peut rajouter aussi, enfin, on voit des outils aussi comme NotebookLM qui permettent, OK, on prend plein de documents, mais derrière on essaie de trouver la substantifique moelle et d'essayer d'extraire les informations ou de créer, ça peut être une visualisation de type mind map pour comprendre le contenu de tous ces documents, et cetera. Moi, je suis assez curieux de voir, au-delà des interfaces conversationnelles, quels vont être ces nouveaux patterns, ces nouvelles intégrations des agents et des interfaces agentiques, au-delà même du chatbot et de la conversation pure et simple. Ça, je suis assez curieux de voir ça. Merci beaucoup Guillaume là, par rapport à ce que tu viens de nous partager parce que finalement, cette capacité de projection, c'est aussi ce qu'on va aller chercher, lors du Tech Rock Summit 2025. Je propose qu'on passe à la deuxième partie, de notre échange pour ce podcast. Hem, Tu sais que, cette année, hein, le thème, du Tech Rock Summit 2025 du 1 et 2 décembre, c'est, AI de la hype à la réalité. Donc, un vraiment, on colle complètement, à l'histoire de Tech Rock. C'est no bullshit. On a vraiment envie d'avoir, des femmes et des hommes engagés sur scène pour nous parler de cette thématique-là. Comment est-ce que tu pourrais, teaser, sans donner trop de détails, c'est toute la subtilité de l'exercice, finalement ton intervention, et quel va être le sujet de ta conférence? Évidemment, on parlera, de ces nouveaux protocoles, hein. On a parlé de MCP, de A2A et cetera, parce que c'est, effectivement important de bien comprendre, les enjeux qu'il y a derrière et ce qu'apportent, hein, ces protocoles, ces technologies. De voir aussi, donc on parle beaucoup d'agents. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? Il y a aussi, donc tu parlais de tout ce qui était no bullshit et cetera, parce qu'il y a un peu une certaine science-fiction, je trouve, derrière les agents, qui est: «Oh, les agents, ça va être magique, ça va tout faire». On leur dit juste, «Fais ça» et ils vont se rendre compte tout seuls de tout ce qu'il y a à faire, comment découper les choses en tâches, et ils vont être complètement autonomes et tout. Mais en vrai, quand on fait des agents, on s'aperçoit que, bah, c'est pas si simple que ça. Donc, moi, mon but, c'est aussi d'expliquer, et de montrer, là où la science-fiction, rencontre le dur et le vrai, et que, ça se passe pas toujours aussi bien qu'on l'espère. Donc, voilà, tout ce qui est, par exemple, le planning, les IA vont deviner tout ce qu'il y a à faire, mais en fait, il faut les aider un petit peu plus que ça pour, qu'elles arrivent à faire leur propre travail. Donc, voilà, on parlera d'agents, on parlera de bonnes pratiques, on parlera un petit peu des patterns, anti-patterns, des protocoles, voilà. Un peu de tout ça. Et puis je pense que ce que je disais tout à l'heure, tu vois, sur, le fait qu'on essaie de mettre des interfaces conversationnelles un peu partout, oui, mais il y a aussi des limites. Donc, je voudrais aussi pouvoir expliquer que voilà, il y a la science-fiction, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui marche. Nous, ce qu'on veut, je pense à TechRox, hein, c'est, ce qui marche surtout, et de me comprendre, ou d'éviter certains écueils, si on a été informé au préalable que, oui, il y a certaines choses
qui sont plus de la science-fiction que de la réalité, quoi. Merci, c'est très clair. Peut-être une dernière question, finalement, pourquoi est-ce que tu as à cœur de prendre la parole sur ce sujet et en particulier, lors du Tech Rock Summit? Alors TechRox, du coup, je n'y suis jamais allé, ça va être ma toute première fois. Donc je suis vraiment très curieux de découvrir, cet événement. Donc j'espère, trouver aussi, des gens peut-être différents de ceux que je croise, parce que je fais quand même beaucoup d'événements, de meet-up, de conférences très, très développeurs. Là, c'est aussi des profils un petit peu différents, donc j'ai envie que ce soit des gens qui fassent, aussi bien des startups que des grands projets, des entreprises, et cetera. Donc, voir un petit peu un panel un petit peu plus, élargi, que ce que je fais, d'habitude. Donc ça, je trouve ça, assez cool. Après le sujet en lui-même, donc ça fait, un petit moment que je travaille dessus, que j'ai mes idées, voilà, on a parlé de d'interface conversationnelle, tout ça, j'ai envie de partager un petit peu avec, tout le monde, ça, parce que donc j'ai interagi avec, d'autres personnes que bah, tu connais bien, par exemple Didier Girard, etc., sur LinkedIn ou autre, et on a souvent de très bonnes conversations. Donc voilà, j'ai envie de faire sortir un peu ces conversations qu'on a parfois entre nous, et de les partager avec voilà, encore plus de monde et des gens encore plus variés. Donc à Tech Rock Summit, je pense que ça va être top et je vais bien m'éclater. J'ai hâte d'y être et de tous vous rencontrer. Bah, écoute, moi je dis que le partage que tu proposes, c'est une sacrée, bonne idée et on est vraiment impatient de t'avoir. Écoute, Guillaume, nous sommes arrivés à la fin de l'enregistrement de notre podcast. J'ai juste envie de te donner un immense, merci. C'était une belle découverte, que ce moment passé avec toi, comprendre, ton parcours, ton profil, quels ont été tes actionneurs. On a senti plein de passion, de curiosité, cette volonté, d'explorer et je suis certain que les 1er et 2 décembre, lors du Tech Rock Summit, ça sera au cœur de ta conférence. Donc un immense merci, Guillaume et puis, bah, pour, nos auditrices et nos auditeurs, j'ai juste envie de vous dire que nous nous retrouvons pour le Tech Rock Summit 2025, donc les 1er et 2 décembre au Théâtre de Paris. À très bientôt.